bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 21 mai. L'économie de la Nouvelle-Calédonie se relèvera-t-elle après la crise qu'elle traverse actuellement ? Plus de 200 entreprises ont été détruites dans l'agglomération de Nouméa. Nous ferons le point sur la situation du Caillou. Le Tapura Huiraatira change de ton à l'issue de la première année de gouvernance de Moetai Broderson. Poudre aux yeux, ignorance, amateurisme, le parti de l'opposition n'a pas mâché ses mots pour tirer le bilan des actions du gouvernement. Nous en parlerons avec Tepua Rauri Terithei, représentante Tapura à l'Assemblée. Elle est notre invitée ce soir. L'accès aux bourses facilité pour les étudiants de l'université à la rentrée prochaine. Les conditions de ressources seront plus souples et le montant accordé plus important. Après les trials, place à la Shiseido Tahiti Pro. Cette étape du WCT est organisée depuis plus de 20 ans à Te Ahupu'o. Un rendez-vous important avant les Jeux Olympiques. Nous serons en direct depuis le PK0 dans quelques minutes avec Heian Itahiata pour un point sur l'accueil des surfeurs avant le début de la compétition demain. Le président de la République, son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la ministre déléguée chargée des Outre-mer Marie Guévenoux et le ministre des Armées Sébastien Lecornu arrivent ce soir en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron veut installer une mission de dialogue alors que le territoire est toujours en proie aux émeutes. En ce 10e jour de crise, la sécurité des habitants est toujours fragile. On retrouve sur place Ayata Tarahou et Gaël Decheverry. Oui, alors d'abord, c'est une grande surprise pour tous les élus politiques locaux, sauf pour la maire de Nouméa, Sonia Lagarde. Il vient installer une mission, je cite, administrative, mais pas politique, a précisé Gérald Darmanin. Alors les avis vont-ils s'accorder ? Toujours est-il qu'une partie de la classe politique demande une pause dans le processus législatif. D'autres demandent instamment qu'il soit poursuivi jusqu'à son terme, il soit amené jusqu'à son terme, même si cela implique de s'élever contre son propre camp. Au sein de la population, les avis sont également mitigés. Certains pensent que cela ne fait qu'attiser le feu, d'autres saluent néanmoins la démarche. Toujours est-il qu'Emmanuel Macron et 3 ministres d'État arrivent jeudi matin dans des circonstances exceptionnelles. L'ordre républicain, comme le nomme l'exécutif, n'est pas entièrement rétabli. Des zones encore sous haute tension sont encore identifiées ici sur le territoire, malgré les multiples opérations de harcèlement qui sont menées par les forces de l'ordre, mais rien n'y fait. Plusieurs quartiers de l'agglomération de Nouméa sont encore enclavés. Les barrages dégagés sont souvent remontés dans la foulée. C'est le cas ici, par exemple, où nous nous trouvons actuellement. Alors, des milliers de personnes restent bloquées chez elles. Elles n'ont rien à manger. Elles tentent par tous les moyens de s'en procurer. Nombreux sont ceux qui s'interrogent. Pourquoi le retour au calme tarde-t-il tant à revenir? Merci beaucoup, Ayata Tarahou. Emmanuel Macron compte rester seulement 24 heures en Nouvelle-Calédonie. En attendant une issue au conflit, c'est la colère et l'exaspération dans le monde économique. Alors que les discours officiels parlent d'un retour au calme progressif, la liste des sociétés vandalisées s'allonge. Le point avec Martin Charmasson et Christian Favenec. 236. C'est le nombre vertigineux d'entreprises dégradées dans le cadre des émeutes, selon un document officiel que nous nous sommes procurés. Elles représentent un chiffre d'affaires annuel de 54 milliards de francs pacifiques. Ce mardi encore, à l'entrée de Nouméa, les locaux d'une société spécialisée dans l'informatique et la bureautique partent en fumée. Une hécatombe. On estime que ça va osciller aux alentours pour l'ensemble des secteurs d'activité de 2000 emplois directs concernés. Et donc, si on considère qu'on prend en compte les emplois indirects ou les emplois induits, on peut facilement aller jusqu'à 3000 emplois directement touchés. Zone commerciale la plus touchée, celle de Ducos. Selon une source officielle, sur les 150 entreprises saccagées et incendiées à Nouméa, près de 60 l'ont été ici et aucun secteur n'a été épargné. Quand on nous dit que ça se calme, non, ça ne se calme pas, puisqu'on a vu encore aujourd'hui que Ducos n'est pas sécurisé, il n'y a pas de force de l'ordre. J'en veux pas aux forces de l'ordre, mais on s'inquiète quand même, parce que de savoir que l'axe Nouméa-Tontoutan envoyait 600 gendarmes là-haut, alors que le poumon économique, le poumon alimentaire de la Calédonie est à Ducos et qu'il n'est pas sécurisé. Ce qui a été annoncé, c'est la création d'une cellule de crise économique avec 2 sujets qui sont déjà sur la
la table, le problème des assurances et puis la question des échéances bancaires. Troisième sujet qu'on a abordé avec le ministre de l'économie, c'est la capacité à créer un fonds d'accompagnement des entreprises pour payer les salaires. Parce que si on rajoutait de la crise à la crise en ne payant pas les salaires et donc effectivement en ne donnant pas un pouvoir d'achat aux Calédoniens, ce sera encore pire. Mais aujourd'hui, ce sera pour l'instant qu'un choix de chaque entreprise. En attendant, les pillages et départs de feu continuent dans les enseignes, laissant les entrepreneurs exténués et désabusés. Que deviennent les Polynésiens bloqués en Nouvelle-Calédonie? Plusieurs appels ont été adressés à l'État français sur les réseaux sociaux, sans succès. Le président du pays a estimé à 150 le nombre de Polynésiens qui souhaiteraient rentrer chez eux. Pour le moment, aucune solution de rapatriement n'a été proposée, alors que l'Australie et la Nouvelle-Zélande prennent de leur côté des mesures concrètes. Mélénie Gamblin, Mélissa Chang. Délivrance pour les Australiens et les Kiwis bloqués en Nouvelle-Calédonie. Des vols ont été affrétés pour les évacuer. Les Polynésiens, eux, se demandent quand ils pourront rentrer. Sur place, la situation alimentaire est alarmante. Situé dans la zone où on est, il y a à peu près 12 magasins, sans compter les malls. Et sur les 12 magasins, il n'en reste que 2. Du coup, toute la population, ils s'approvisionnent dans les 2 mêmes magasins. Et c'est une file d'attente longue comme pas possible. Et tu passes 3 heures et des fois, tu arrives devant le magasin, il n'y a plus rien. Pour certains, ça commence à peser surtout d'être dans un climat un peu angoissant et d'avoir une échéance qui se repousse. Certains commencent à être vraiment en manque de leur famille et de leurs proches, quoi. Rugbymen bloqués, mais aussi la délégation tahitienne de beach tennis et des particuliers dans l'attente et l'angoisse. Michel Pinault et sa femme Rani ont leur nouveau-né de 2 mois et demi à Tahiti. Alors nous qui sommes dans un quartier très très calme, puisque l'Ansvata, comme la baie des Citrons, on n'est pas du tout impacté par les événements. Par contre, effectivement, il y a une ambiance extrêmement compliquée. Il y a un couvre-feu de 18h à 6h du matin. Il y a l'état d'urgence qui a été décrété quelques jours après. Et c'est surtout, nous, le sentiment d'être coincé, d'être vraiment piégé et de ne pas avoir de solution. L'aéroport de Nouméa devait rouvrir au vol ce jeudi, mais la date a été reportée au 25 mai. Si la Polynésie s'est montrée solidaire envers la Calédonie, les élus s'en remettent au service de l'État. D'après ce que j'ai compris, c'est vraiment Air Calin qui est aujourd'hui en train de mettre en place le redémarrage de ces vols. Là, apparemment, le service du Haut-Commissariat est en train de négocier un retour des Polynésiens. La situation, elle est catastrophique et dramatique pour ce pays qui est rentré en conflit avec l'État. Je pense que l'État met vraiment la charrue avant les bœufs. Il faut vraiment de la communication, beaucoup discuter. Il faut du temps. Ça ne se règle pas en s'imposant, en fixant des règles par Paris. Le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie a appelé aujourd'hui les touristes français, dont les Polynésiens, à se faire connaître. Des mesures d'accompagnement vont être mises en place pour les personnes dont le vol a été annulé depuis le 13 mai. Bonsoir, Tepoa Raouri Telithei. Avant d'évoquer le bilan de la mandature Broderson, un mot sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Que pensez-vous du déplacement d'Emmanuel Macron et de ses ministres? Est-ce la meilleure chose à faire selon vous? Cela ne va pas enflammer à nouveau la situation? Bonsoir Cybèle et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Alors c'est vrai que là on entend que le président de la République se déplace. Ça peut être un signe fort qui est envoyé, un signe de respect. Après, du côté du Tapura Huiraatira, nous n'avons jamais voulu faire d'ingérence dans ce qui se passe au niveau institutionnel dans la Calédonie. Ce qui se passe en Calédonie, au niveau institutionnel, en tout cas, comme je le dis, appartient aux Calédoniens. Ce qu'on peut effectivement regretter, c'est les accès de violence qu'il y a eu. Ce sont nos concitoyens polynésiens qui sont bloqués et pour qui on ne fait rien, justement. On entend la détresse des Polynésiens qui sont actuellement bloqués, qui voient effectivement les Australiens, les Néo-Zélandais être évacués, alors qu'eux, finalement, ils ont l'impression d'être oubliés. Et nous regrettons sincèrement qu'effectivement notre gouvernement ne fasse rien dans ce sens-là. On a des initiatives privées comme celle de M. Malmezac, qui est relayée par les églises également, mais ce n'est pas justement à des particuliers à gérer ça. Le pays a le pouvoir de le faire. Donc il est temps pour notre gouvernement d'agir
et de montrer des signes dans ce sens. Au lieu de trouver tous les moyens pour arriver jusqu'à Singapour, on peut également trouver des moyens pour rapatrier nos concitoyens. Merci pour cette première réponse. Ce matin, le Tapura Huiratira a donné son opinion sur la première année de mandature du gouvernement Broderson. Edouard Fritsch n'a pas hésité à employer des mots comme mensonge et poudre aux yeux. Il a évoqué aussi la méconnaissance des dossiers stratégiques ou encore l'amateurisme de la gouvernance. Pour le parti d'opposition, Moetai Broderson vend du rêve. Tepoa Raoul Iteritei, vous étiez aux côtés d'Edouard Fritsch ce matin pour évoquer ce bilan. Vous n'y êtes pas allé de main morte, des mots comme mensonge, incompétence, amateurisme. Vous avez vraiment décidé de sortir de votre réserve. Oui, depuis 1 an, on a laissé travailler le gouvernement de Moetai Broderson. On a même essayé souvent d'aider ce gouvernement en faisant des propositions qui sont bien sûr restées la plupart du temps lettres mortes. Aujourd'hui, on doit réagir à ce qui se passe, d'autant que quand on entend la conférence de presse donnée par le président en fin de semaine dernière, les bras nous en tombent parce que, à force de ne pas trouver de solution, à force de n'avoir aucun bilan finalement adressé, alors il cherche des coupables à son inaction. Alors, on a identifié 2 coupables. Vous, les journalistes, parce que de plus en plus, vous montrez la réalité du mensonge. Et nous, finalement, le Tapura Huiratira, que le président accuse d'être à l'origine de tous les maux de ce pays. Vous auriez laissé un héritage difficile à assumer aujourd'hui. Alors, oui, il va jusqu'à dire qu'on a laissé un fossé de 34 milliards. Moi, je veux juste rappeler à chacun que lorsqu'effectivement il y a eu la transmission entre le gouvernement Fritsch et le gouvernement Broderson, il y a un compte administratif 2022 qui a été voté en 2023, qui était de l'ordre de plus 25 milliards, avec une trésorerie à hauteur de 40 milliards. Très bientôt, on va voter le compte administratif de l'année 2023. Et vous verrez, je vous l'annonce en exclusivité, qu'il atteindra plus 33 milliards. Alors, des engagements financiers, oui, il y en a eu. Une dette, soi-disant, elle est jugée plus que correcte par des agences internationales comme Moody's. Mais aujourd'hui, le président Moetai Broderson n'a plus d'autre moyen que de trouver des excuses, justement, pour pallier à l'absence de bilan. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un bilan qu'il nous a adressé vendredi dernier. Justement, vous vous contredisez sur plusieurs points. Selon vous, les chefs d'entreprise sont inquiets. Le président, lui, rencontre des chefs d'entreprise épanouis. Pour lui, les carnets de commandes du bâtiment sont pleins, alors que vous, de votre côté, vous dites que les entreprises licencient. Alors, qui dit vrai ? Alors, en tout cas, nous, on sait qui on rencontre, on sait ce qu'on entend. Donc, effectivement, on a multiplié les rencontres avec les différents organismes qui représentent les patrons. On a entendu également les bureaux d'études, parce qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des travaux qui sont engagés, mais ce sont des travaux qui ont été initiés il y a 2 ans, 3 ans, donc à l'époque du gouvernement Fritsch. Aujourd'hui, il est l'heure d'initier des travaux pour l'année prochaine, pour l'année suivante. Et c'est d'abord par les bureaux d'études que ça commence. Quand vous avez les bureaux d'études qui vous alertent et vous disent on a un problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne nous a sollicité pour aucun projet. Donc on peut s'attendre à ce que les années qui viennent vont être des années qui vont être très maigres au niveau investissement. Quand on voit que le gouvernement renvoie 6 milliards du PGE, donc du prêt garanti par l'État, que nous avions destiné au plan de relance, il y a de quoi s'interroger justement sur l'avenir des investissements dans ce pays. En ce qui concerne le tourisme, l'ISPF a encore sorti de bons chiffres. Aujourd'hui, les chiffres de ce mois de mars sont encore meilleurs que ceux de l'année dernière. Donc pour l'instant, tout ne va pas si mal, quand même, à le dire Moetai Broderson. Oui, alors, nous avons rencontré les hôteliers également, parmi ceux que nous avons concertés, qui nous disent qu'effectivement, si mois par mois, il y a de l'amélioration. Depuis le début de l'année, on a quand même une tendance à la baisse et une baisse qui va s'accentuer. Donc en fait, effectivement que tout ne va pas si mal. Heureusement d'ailleurs pour notre pays, parce que le Tapura Huiratira n'a jamais souhaité que ce pays aille mal, au contraire. Mais nous souhaitons simplement que le gouvernement fasse preuve de réalisme et qu'il évite de justement jeter de la poudre aux yeux pour faire croire que tout va très très bien et qu'il se prépare également pour les années à venir par anticipation et qui surtout il nous fixe un cap qu'on ne voit pas aujourd'hui, on navigue à vue et c'est là le plus grand problème aujourd'hui de notre pays. Merci beaucoup Tepoa Raoul Iteritei d'avoir échangé avec nous ce soir. Merci. Si les critiques fusent quant à la gouvernance Broderson, une mesure concrète sera visible à la rentrée prochaine. Le système de bourse est modifié et élargi pour bénéficier à davantage d'étudiants. 20 000 francs supplémentaires seront accordés pour 10 mois de vie étudiante. Un bémol, pourtant, cette aide ne concernerait que les étudiants boursiers de l'université et certaines filières seulement.
Je vous rappelle qu'il existe 750 boursiers du territoire et 1500 de l'État. Juan Potorou et Jacques Damour se sont rendus au campus universitaire. Revaloriser les bourses de 40 000 francs à 60 000 francs pour la rentrée 2025 est une véritable bouffée d'oxygène pour ces étudiants. Une réponse qui vient atténuer leurs inquiétudes quotidiennes, comme Owari, étudiant en langue polynésienne. 40 000 pour moi c'est tout juste pour payer les factures, pour payer et tout. Enfin, c'est limite. Pour ma part, je me tournais plus vers ma maman pour lui demander de l'aide au milieu, voire en fin de mois. Pour Isabelle, sa situation s'est nettement améliorée avec sa bourse d'État aujourd'hui. Mais elle reconnaît qu'auparavant, c'était plus difficile de boucler les fins de mois avec un plafond à 40 000 francs mensuels. Pour ceux qui sont par exemple au CHE de Utumauro, il faut payer les courses. Après, bon, il y a le loyer aussi, même si c'est juste de 2 000 francs pour les boursiers. Après, il y a d'autres choses à côté aussi, par exemple les abonnements, etc. Et du coup, à la fin du mois, c'est un peu difficile, on va dire. Alors, ces 20 000 francs, c'est suffisant ou... Je trouve 20 000 francs en plus, oui, c'est pas mal. Donc, ouais, je dirais que c'est assez suffisant quand même. Seul point noir au tableau, la nouvelle résolution ne concernera que les étudiants boursiers de Utumauro et certaines catégories de filières. On se pose la question pour la catégorie E, qui aujourd'hui c'est les masters, qui eux touchent 50 000 francs. On n'a pas de nouvelles sur leur augmentation. Est-ce qu'ils vont être augmentés de 70 000, ce qui serait tout à fait logique. Et il y a également les boursiers qui sont en France, qui eux sont déjà à hauteur de 60 000 francs, comme pour ceux qui sont à l'étranger. Là on n'a pas de nouvelles également. Est-ce qu'ils vont être augmentés ou pas? Techniquement, ça devrait l'être. Des interrogations demeurent encore pour les autres étudiants boursiers du territoire et également pour la bourse intermédiaire qui devrait concerner les ménages qui cumulent plus de 2 fois le SMIC. Mais le président se veut rassurant sur ce point. La situation sera réglée à la prochaine rentrée. Attention à l'épidémie de grippe qui sévit sur le territoire. On déplore déjà 7 décès parmi les personnes de plus de 65 ans. Plusieurs patients sont actuellement en réanimation. Si la campagne vaccinale est officiellement terminée depuis le 1er avril, des doses de vaccins sont encore disponibles et la vaccination reste possible dans les structures de la direction de la santé. Je vous le disais en titre, la Shiseido Tahiti Pro 2024 débute demain. Chaque année, cette étape du circuit pro du WCT est attendue aussi bien par les surfeurs du circuit mondial que par sa population. C'est aussi une année particulière puisque Te Ahupo'o se prépare à accueillir l'épreuve de surf des Jeux Olympiques le 27 juillet. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Tahiti Pro a été avancée au mois de mai. Je vous propose de retrouver Hayat Itahiata et Sandroli sur place. Hayat, bonsoir. Est-ce que vous vous sentez déjà un peu l'esprit des Jeux Olympiques? Oui, bonsoir Cybèle, bonsoir à tous. Effectivement, on peut dire que l'esprit des Jeux Olympiques a déjà commencé à s'imprégner des lieux ici à Te Ahupo'o, de par déjà la présence de la WSL, la World Surf League, ainsi que tous les surfeurs internationaux, leurs staff et leurs équipes, mais aussi à travers les nouvelles infrastructures comme la nouvelle tour des juges entièrement reconstruite, ainsi que le nouveau pont au PK0, de nouvelles infrastructures qui viennent évidemment simplifier le déroulement de cette compétition, la Shiseido Tahiti Pro cette année. Le seul problème cette année, Cybèle, l'un des 2 Tahitiens engagés aux Jeux Olympiques ne participera pas à cette compétition. Il s'agit de Kaolivas qui n'a pas pu se qualifier lors des trials en s'inclinant en demi-finale face à Mateia Hekili. En revanche, pas de problème pour Vahine Fierro qui participera pour la 3e année consécutive au main event. Et suite à sa victoire, c'est Mihimana Brai, au trial, c'est Mihimana Brai qui va participer pour la 2e année consécutive au main event de la Shiseido Tahiti Pro. Mihimana Brai que nous avons rencontré d'ailleurs aujourd'hui en fin de journée à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la Shiseido Tahiti Pro. Notre reportage avec Sandroli. Jamais une cérémonie d'ouverture de surf à Te Ahupo'o ne s'est déroulée sans le son des pahus et des to'ere. Une ambiance unique dans laquelle flottent fièrement 12 drapeaux des 12 nationalités présentes dans la compétition. Un rendez-vous sportif international très attendu du public auquel se prépare Mihimana Brai, seul représentant de la Polynésie dans la catégorie masculine. C'est cool, hein? C'est une compétition que depuis qu'on est tout petit, on vient voir, on vient regarder Kelly et tout. Et
Là, voilà, par exemple, Kelly, il est là aussi dans cette compétition. Oui, voilà, le but c'est de faire signer par un maximum de professionnels. Cette année, ils sont 36 athlètes engagés dans la compétition, 24 hommes et 16 femmes. Tous s'affronteront pendant 5 journées de compétition sur la célèbre vague de Hawaï. On a de la chance d'avoir Wagné Fierro qui a été invité chez les filles et Mihimana qui vient de gagner le trial. Le gagnant de trial a eu sa wildcard pour le main event. Et on espère si on peut avoir d'autres Tahitiens. Mais bon, ça c'est sous couvert s'il y a des blessés au niveau des athlètes. Voilà. Après, on espère avoir de bonnes conditions de vague, mais je pense qu'il y a une bonne météo qui arrive. Je pense que ça devrait bien se passer. Après, on prend ce qu'on nous donne. La compétition pourrait être lancée dès demain matin, mais les conditions ne sont pas optimales. La décision reviendra aux organisateurs. Voilà, et toutes nos équipes sont sur le pont pour vous proposer des directs et des pages spéciales après nos journaux si les vagues sont là. On arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle la principale information. Le président Macron et 3 de ses ministres arrivent ce soir en Nouvelle-Calédonie pour 24 heures dans le but d'installer une mission de dialogue. Pour le moment, l'ordre public n'est pas encore rétabli. Des entreprises continuent de brûler. 236 sociétés ont souffert des dégradations. 2 à 3 000 emplois sont perdus. À la une de Tahiti Info, demain, faites vos jeux à propos de la Shiseido Tahiti Pro 2024. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Demain, ne manquez pas les premières informations en radio dès 5h30 sur Polynésie, la première radio avec Ibrahim Ahmedazi et Carlos Natoa. Très belle soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet